Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 338 de Change ma vie, définir la réussite qui vous ressemble. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais évoquer avec vous un sujet déterminant, celui de la réussite ou du succès. Les notions de succès et de réussite sont très chargées de représentation et de projection. D'ailleurs, je vous propose de vous interroger, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au succès ou à la réussite? À quoi ou à qui est-ce que vous les associez? Plus important encore, est-ce que vous avez une idée claire de ce qu'est le succès pour vous? Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Ce sont des questions que je vous invite à vous poser très sérieusement. Je vous invite à créer un vrai espace de réflexion autour de ça, parce que si vous ne le faites pas, vous courez le risque de poursuivre des rêves qui ne sont pas les vôtres. Définir vos propres standards du succès, c'est un préalable indispensable pour que vous puissiez vous diriger vers la vie extraordinaire qui vous ressemble et non pas la vie que la société ou vos parents ou votre groupe d'amis vous fait croire qu'il serait bien d'avoir. Et à ce sujet, cette semaine, j'ai le plaisir de partager avec vous la conversation que j'ai eue avec Aline Bartoli. Alors Aline Bartoli, c'est une femme entrepreneur que j'apprécie énormément, tant sur le plan humain que professionnel. Aline est coach business et donc elle dirige l'entreprise The Bee Boost, grâce à laquelle elle accompagne des milliers d'entrepreneurs à développer leur activité en ligne. Alors Aline vient de racheter l'entreprise Postadem et elle est aussi la créatrice d'un autre podcast à succès qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business » que j'aime beaucoup aussi. Je suis intervenue sur le podcast d'Aline pour parler de définir nos propres critères de succès pour notre vie et pour notre activité professionnelle. Donc ensemble, on a discuté de comment faire pour questionner les représentations du succès qui nous sont couramment proposées et qui mettent généralement l'accent de façon disproportionnée sur les facteurs extérieurs de succès. Et on a parlé aussi de la façon dont on peut se mettre en action pour poursuivre les bons objectifs pour nous. Donc cet épisode est particulièrement pour vous si vous vous réveillez parfois la nuit en vous demandant si vous conduisez votre vie dans la bonne direction, entre guillemets. Il est pour vous si vous avez envie de mieux connaître vos vraies aspirations, mais que vous ne savez pas par où commencer. Cet échange va vous aider à vous poser les bonnes questions pour identifier ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle, mais aussi et surtout dans votre vie en général. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant qu'on commence, Clotilde, j'ai préparé un petit portrait chinois. Est-ce que tu connais le concept? Ah bien sûr. Je suis une auditrice fidèle de ton podcast, donc je connais tous les rendez-vous des épisodes. Ouais. Je le fais pas à chaque fois, mais j'aime bien des fois, puis ça me permet de creuser sur certains sujets. C'est très égoïste de ma part aussi, parce qu'il y a des questions où j'ai vraiment envie personnellement de t'entendre. C'est parti, Clotilde, un livre que tu as adoré récemment. Alors, un livre que j'ai adoré récemment, c'est un livre qui s'appelle The Perfectionist's Guide to Losing Control. Et donc, c'est le guide des perfectionnistes pour lâcher prise. Et ça a complètement changé mon regard sur le perfectionnisme. Ça m'a beaucoup intéressée. D'accord, trop bien, je mettrai le lien. À ma connaissance, il n'est pas encore traduit, mais j'aimerais bien qu'il le soit. Appel aux traducteurs parmi nous. Je mettrai quand même la référence dans la description de l'épisode. Je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes parmi les auditeurs. Une citation qui t'accompagne au quotidien. Une citation qui m'accompagne au quotidien. Alors, ce que j'aime bien, c'est démarrer mes journées par une pensée de l'ordre de c'est un jour parfait ou c'est un jour idéal pour... Et ensuite, j'ai mon intention pour la journée. Parce que selon la physionomie de ma journée, je me dis que c'est un jour parfait pour... Donc, si je vois du monde, c'est pour favoriser la connexion dans mes relations. Si je suis un peu dans ma bulle, c'est pour me ressourcer, etc. Et j'aime bien imaginer que chaque journée est un jour parfait pour quelque chose et décider quoi. Et tu poses ton intention du coup pour la journée comme ça. Exactement. Clotilde, ta dernière victoire pro ou perso dont tu es la plus heureuse?
Alors je dirais, c'est d'avoir, mené ce projet d'écriture de mon livre en ayant vraiment le soutien de mon équipe. Parce que quand on dirige une entreprise, dégager du temps pour écrire, c'est un vrai challenge et j'ai pu le faire à ce stade du développement de mon activité parce que j'ai aujourd'hui une équipe en place vraiment brillante et qui a été en plus de façon humaine, vraiment chaleureusement derrière moi dans l'écriture de ce livre et ça m'a beaucoup porté dans le processus d'avoir l'impression de piloter un projet pour lequel tout le monde avait de l'enthousiasme. J'ai tellement de questions que j'aimerais te poser, mais on va rester dans le sujet de cet épisode. Mais peut-être qu'on pourra ouvrir la conversation un petit peu plus tard sur la culpabilité de te consacrer à un projet personnel quand on a une équipe aussi à côté qui attend derrière nous, entre guillemets, et comment cette équipe, ça, c'est des choses qui me parlent aussi. Ce sera pour plus tard, je referme la parenthèse. Clotilde, une application sur ton téléphone dont tu ne pourrais pas te passer. Alors, c'est école directe parce que j'ai 2 enfants de 9 et 12 ans et celui qui a 12 ans est au collège, voilà, est rentré au collège et c'est vrai qu'il a encore un petit peu besoin que je garde un œil là-dessus parce que lui a pas forcément tous les réflexes d'organisation de son travail scolaire. Donc école directe, c'est pas très glamour, mais c'est la vraie vie. Bon, je ne connais pas cette application. Ça viendra. Et dernière chose, Clotilde, le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est que ce que je partage à travers le podcast, à travers le coaching et maintenant à travers le livre, que c'est clair, que c'est inspirant et que ça aide les gens à passer à l'action. C'est vraiment moi cette idée de transmission et de pédagogie autour de ces outils qui changent la vie, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Et donc quand c'est le retour qu'on me fait, je me dis my job is done. J'ai dit, ma mission est accomplie. Merci de t'être prêté au jeu de ce portrait chinois. C'était ma dernière question. Pour commencer, sans plus de transition, j'ai eu la chance de lire le préambule de ton livre. Donc, merci à ton équipe qui me l'a envoyé. Et tu commences direct, cash, en parlant des questionnements qu'on se pose tout le temps en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'être humain. C'est-à-dire des choses comme, est-ce que c'est le bon choix ou la bonne décision? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais trop peu? Est-ce qu'on va me juger, etc. Pourquoi est-ce que tous les êtres humains pensent comme ça? Moi, je pensais que c'était que moi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est tout le monde. Alors effectivement, une bonne partie du livre et de l'approche Change ma vie d'une façon générale, c'est de normaliser ce qu'on peut ressentir à l'intérieur en ayant l'impression qu'on est le seul ou la seule. À mon sens, le foisonnement des questionnements qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est un foisonnement qui est plus accentué aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une demi-génération, voire une génération entière, parce que contrairement au passé, on est exposé à une grande diversité de chemins de vie possibles, de succès possibles. Et donc, là où avant, il y avait un peu un chemin de réussite, c'était, voilà, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas emménager avec la personne, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, tu vas travailler dans la même boîte jusqu'à la retraite, ou peut-être rester à la maison, t'occuper de tes enfants et de ta maison. Puis après, ce sera la retraite, tu iras jouer à la pétanque, et puis après, ce sera la fin. Donc, il y avait moins de questionnements parce qu'en fait, on était sur des rails. Et aujourd'hui, on a une bien plus grande liberté créative dans notre chemin de vie. Pour celles et ceux, bien sûr, d'entre nous qui avons le luxe d'avoir certains choix, mais dans le pays dans lequel on vit, c'est quand même la grande majorité des gens. Mais qui dit liberté dit aussi, voilà, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, à qui est-ce que j'emboîte le pas? Et donc, cette liberté nécessite de se poser aussi beaucoup de questions. Et en fait, on n'a pas les outils, par défaut, on n'a pas tellement les outils pour construire ce parcours en se posant les bonnes questions. Et donc, on a plutôt tendance à se poser des questions qui partent dans tous les sens, qui nous gardent plutôt dans un état de confusion, de FOMO, donc de fear of missing out, la peur de rater quelque chose, de comparaison, etc., qui nous aident pas du tout à choisir un chemin et à avancer. Ça paraît évident quand tu le dis comme ça, mais je l'avais jamais formulé de cette manière-là. C'est la première fois qu'on est sur une génération où on a 1000 fois ou 1 milliard plus de fois de choix que les générations précédentes et qu'on du coup on se retrouve devant un peu cette paralysie de se dire comment je fais pour choisir parce que je suis pas outillée pour ça. Ça paraît évident quand tu le dis. Et on est aussi exposé, donc on a beaucoup de choix et on est exposé à beaucoup d'exemples. Là où avant, mais même quand moi j'étais adolescente et où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on voyait à la télé, par exemple, un nombre assez limité de parcours potentiels. Et donc, on pouvait se projeter, mais il n'y en avait pas il y avait pas des millions comme il y a aujourd'hui de personnes qu'on peut suivre, qu'on peut émuler, à qui on peut se comparer. Et ça devient un peu vertigineux, du coup, trop de choix, tue le choix. Et ça me fait penser à un épisode que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la liberté, de dire que trop de liberté, justement, a tendance à nous paralyser par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas quoi choisir et on a cette pression de faire le bon choix / la bonne décision. Je sais que ça a parlé à beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, ça me mène à ma question suivante que j'avais très envie de te poser, parce que
dans cette notion de faire un choix, il y a aussi une notion de succès, de réussite. Parce que quand on parle de faire un choix, la volonté derrière, c'est de faire le bon choix qui va nous mener aux objectifs qu'on veut, aux résultats qu'on souhaite ou au bonheur qu'on souhaite atteindre, etc. Dans ton livre, on parle justement de définir sa propre version du succès. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, à titre personnel, comment a évolué ta définition et ta perception de la réussite au fil des années entre le moment où tu étais adolescente, tu en parlais tout à l'heure, et peut-être aujourd'hui? Oui, alors moi j'ai 44 ans aujourd'hui et le coaching et le fait de diriger une entreprise de coaching, c'est ma 3e incarnation professionnelle. Moi, j'ai fait des études d'informatique de gestion, j'ai travaillé en Californie dans la Silicon Valley. Après, je suis rentrée en France, j'ai démarré un blog de cuisine et j'ai travaillé, un peu plus d'une décennie en tant qu'autrice culinaire. Ce qui est intéressant, c'est que ma perception du succès et de la réussite, bien sûr, s'est modifiée au fil du temps en fonction de mes circonstances. C'est-à-dire que le succès, quand on est ingénieur informatique, c'est pas la même chose que quand on veut vendre des livres de cuisine ou que quand on dirige une entreprise de coaching. Néanmoins, moi, ce qui m'a toujours beaucoup guidée, ce sont les métriques intérieures, en fait, de cette réussite et d'arriver à trouver toujours ce juste équilibre entre ce qu'on perçoit comme étant des marqueurs extérieurs de succès, donc par exemple, combien de livres je vends, pour quelle publication est-ce que j'écris quand j'étais journaliste culinaire, etc. Mais aussi, comment est-ce que moi je me sens en faisant les choses. Et c'est pour ça que dans la méthode Change ma vie, il y a vraiment cette idée qu'on décrit comme étant la vie extraordinaire qui vous ressemble, parce qu'en fait, il y a ces marqueurs extérieurs de succès qui sont, bien sûr, parce qu'on aspire tous à construire des choses dans notre vie, à avoir un certain confort matériel, accès à des expériences, etc. Donc ça, c'est très important. Mais si on ne choisit pas ces marqueurs extérieurs d'une façon qui nous ressemble, on peut se retrouver à poursuivre des marqueurs de succès d'une autre personne parce Tout que à fait. on se compare, parce qu'on fait comme sa sœur ou son frère ou comme ce que nos parents ont voulu pour nous. Et donc, à poursuivre le mauvais lièvre, en fait, on peut non seulement s'épuiser, mais aussi se retrouver, comme beaucoup de gens en milieu de carrière, à se dire non mais attends, j'ai coché toutes les cases et en fait, j'ai l'impression d'avoir construit la vie de quelqu'un d'autre, de vivre la vie de quelqu'un d'autre et de passer à côté de ce qui me ressemble moi fondamentalement. Et donc, à mon sens, c'est mieux de se poser ces questions-là de la définition de notre réussite le plus tôt possible. Alors, soit en amont des choix qu'on peut faire, soit si, voilà, au moment où les questionnements reviennent à la surface, bah, c'est un bon moment pour les poursuivre vraiment. Donc, pas avoir peur de ces questionnements, mais les conduire dans le bon ordre. J'aime beaucoup le fait de remettre les choses comme ça dans cet ordre-là. Je vais te poser la question après de comment on fait, forcément, parce que ça m'intéresse. Mais avant ça, pour reboucler sur ce que tu disais par rapport à ton propre parcours et ta propre réflexion autour de ce qu'est la réussite, tu disais que quand on est ingénieur informatique, autrice culinaire ou coach ou podcasteuse, on n'a pas les mêmes critères. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un fil rouge quand tu prends une position encore plus méta? Alors, je prends mon exemple personnel pour te dire ce que j'ai en tête, c'est que même si j'ai eu déjà 2 carrières dans ma vie, je sais que moi, mon fil rouge, c'est la reconnaissance. Et que à travers mes différentes carrières, ça s'est matérialisé de différentes manières. Ça peut être la reconnaissance de ton boss si t'es salarié, ça peut être la reconnaissance des gens en ligne quand t'as un gros compte Instagram, etc. Mais c'est quand même le truc quand même qui me caractérise. Est-ce que toi, tu as un fil rouge comme ça aussi d'une carrière à l'autre ou pas? À 100%, mon fil rouge, c'est de toucher la vie des gens. En fait, c'est d'ailleurs ça qui m'a conduite à démissionner de mon job d'ingénieur quand j'avais 25 ans, parce que je me rendais compte, en fait, j'avais une crise de sens qui était, j'aime ce que je fais, c'était très intéressant, je travaillais dans une équipe qui était chouette, etc. Mais je me disais, je rentre chez moi le soir, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de penser à ce que j'ai fait de la journée. J'ai envie de penser à autre chose. Et je me disais, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans la journée, elles aussi, elles rentrent chez elles le soir, elles ont qu'une envie, c'est de penser à autre chose. Et je me Mmh. disais, en fait, je ne peux pas passer ma journée à faire des trucs avec des gens qui n'ont pas envie de faire ça, enfin, qui ne le font que parce que c'est un job. Et je veux dire, c'est important d'avoir un job, mais j'avais vraiment besoin d'avoir l'impression de faire une différence dans la vie des gens. Et donc, à travers la cuisine, pour moi, c'était ça le fil conducteur, c'était que la cuisine, c'est quelque chose de très intime. Les histoires qu'on raconte autour de la cuisine, ça touche les gens. Quand on demande aux gens ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils cuisinent, etc. En fait, on apprend des choses intéressantes sur les gens, sur leur culture, sur leur histoire, sur l'histoire d'un pays. Et donc, en fait, ça me paraissait profondément humain et j'aimais beaucoup ça. Et puis après, j'ai passé à un palier autre en devenant coach parce que là, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de Mmh. toucher la vie de personnes en leur apportant des clés de compréhension, des clés de changement qui effectivement changent la vie des gens et je le vois très régulièrement, je suis dans la rue, il y a régulièrement des personnes qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent: «Est-ce que c'est vous, Clotilde?»
vous avez changé ma vie. Alors, je leur dis non, c'est vous qui avez changé votre vie. Mais voilà, ce que les outils que je donne à travers le podcast et que là, je livre dans la méthode Change ma vie touchent la vie de personnes. Et moi, j'aime penser que si je meurs là plus tard aujourd'hui, qu'en fait, ma présence sur Terre, le solde net a été positif. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui ont été favorablement changées, alors modestement parfois, mais par mon existence sur la Terre. J'aime bien cette notion de solde net positif, ça me parle. Et du coup, pour les personnes là qui nous écoutent, qui ne savent pas ou ont du mal à savoir c'est quoi leur définition de la réussite, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Dans le livre La méthode Change ma vie, il y a bien sûr des explorations qui permettent de définir ça. Ce que je peux dire d'emblée, c'est de se poser la question du GPS de nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut d'une façon générale, c'est être heureux. Quand on demande aux gens qu'est-ce que tu veux, voilà, les gens disent je veux juste être heureux. Mais la question du bonheur est bien sûr une question complexe. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui nous permet de penser qu'on est heureux, c'est la proportion à laquelle on ressent des émotions plaisantes dans notre quotidien et dans notre vie en général. Et donc, il y a plusieurs acceptions du bonheur. Il y a l'idée que globalement dans ma vie, je suis satisfait ou satisfaite de là où j'en suis, de ce que j'ai, de ce que je vis. Et puis, il y a aussi dans mes journées, est-ce que entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, est-ce que je ressens des émotions que j'aime ressentir? Et donc ça, c'est une piste d'exploration intéressante parce que ça permet aux personnes, en particulier aux personnes qui sont entrepreneurs et qui ont souvent une plus grande flexibilité dans leur organisation, etc., c'est de se dire, les meilleures journées que vous passez, comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vraiment bien? Et ça permet quand même d'orienter nos choix, d'orienter l'organisation de nos journées et la configuration de notre vie pour se dire, comment est-ce que je peux faire pour m'assurer que je ressens le plus de ces émotions agréables-là? C'est intéressant ton filtre de réfléchir à travers qu'est-ce qui me procure les émotions et le stade que je cherche à atteindre au final. Donc, tu fais le lien entre la réussite et le bonheur ressenti. Ah bah complètement, parce qu'en fait, si on ne réfléchit pas en ces termes-là, on peut poursuivre, encore une fois, des marqueurs extérieurs de réussite qui sonnent creux quand on y arrive, parce que, pareil, enfin, on peut être très malheureux dans un très bel appartement. On peut avoir les pires disputes dans la plus belle voiture. C'est vraiment les marqueurs extérieurs, c'est-à-dire nos circonstances ne déterminent pas comment est-ce qu'on se sent. Donc, il faut s'assurer qu'on poursuit des circonstances extérieures en se disant, il va quand même falloir que je cultive les émotions que j'ai envie de ressentir dans ces circonstances-là. Parce que sinon, on va arriver à ces marqueurs extérieurs de réussite, par exemple un chiffre d'affaires, par exemple une taille d'équipe. Comme on va se sentir mal, parce qu'en fait, on n'a pas appris à cultiver et à rechercher les émotions qu'on a envie de ressentir, on va se dire, en fait, c'est parce que c'était pas ce chiffre d'affaires ou c'est pas cette taille d'équipe. En fait, là, mon bonheur, il est plus loin. Je me suis trompée, je croyais que c'était là, mais en fait, c'est plus loin. Et là, c'est la quête éperdue dans laquelle on s'épuise et c'est sans fin et on oublie de cueillir au fil du temps l'appréciation du processus et juste de notre quotidien parce qu'on n'a que ça. Et on cherche à aller chercher plus au lieu d'aller juste chercher différemment, quoi. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a quelques semaines, j'ai échangé avec quelqu'un avec qui je suis très proche et qui me disait, d'extérieur, il a tout ce qu'il faut dans sa vie. Il a un super appartement, un super job, un super couple. Enfin, vraiment, tout a l'air d'aller bien. Une moto, une voiture, enfin, vraiment tout. Et il me disait, mais j'ai l'impression de ne pas savoir ce que c'est le bonheur. Il me dit, je ne saurais même pas te dire ce que c'est. J'ai l'impression que je n'ai jamais l'avoir ressenti. Et ça m'a fait mal au cœur quand j'ai entendu ça. Et je me suis dit, déjà, parce que quand c'est quelqu'un que t'aimes, tu as envie qu'il soit heureux, tu as envie qu'il ressente ça. Et puis quelqu'un qui te dit, matériellement, j'ai tout. Mais j'ai jamais ressenti du bonheur et je me demande si j'ai pas un problème. Waouh, ça te fait du mal, quoi. Oui, et en fait, c'est assez simplement parce que alors déjà, le cerveau n'est pas câblé pour kiffer. Le cerveau, il est câblé pour chercher les problèmes, chercher les opportunités et nous pousser à nous protéger d'un certain nombre de dangers ou de pallier les manques. Mais aussi, on n'a pas, par défaut, on ne nous équipe pas d'outils pour être simplement dans l'appréciation de là où on en est, l'appréciation de ce qu'on a accompli. Et donc ça, ce sont des compétences qu'on peut acquérir, mais par défaut, la plupart d'entre nous n'avons pas ces compétences-là préinstallées dans notre système d'exploitation. J'aime beaucoup, du coup, ton approche de se dire, je vais définir ma réussite et mon succès et mes objectifs à atteindre quelque part par ce que j'ai envie de ressentir le plus au quotidien. Et ça m'emmène à une autre question par rapport à ça, mais que j'aimerais élargir ensuite après. Comment est-ce qu'on sait qu'on prend le bon choix ou qu'on prend la bonne décision quand on se fixe un objectif, que ce soit personnel, professionnel, en business, autre? Ça, je sais que c'est un gros frein aussi chez les auditeurs.
Le premier pilier de la méthode Change ma vie, dans la façon qu'on a d'accompagner les personnes qu'on accompagne en coaching et que j'explique dans le livre, c'est la vision. En fait, on a vraiment besoin d'avoir une vision que j'appelle riche et vivante de ce à quoi on aspire. Et donc ça, c'est une première étape parce qu'en fait, c'est ce cap qui permet ensuite d'ajuster notre trajectoire avec des décisions et des choix qu'on peut faire alors au quotidien et puis des choix plus importants dans notre vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une décision ou un choix est le bon ou pas le bon? La seule question, c'est est-ce que ça me rapproche de ce que je veux ou est-ce que ça m'en éloigne? Donc ça, c'est la première chose, c'est le fait de se dire, c'est pas étonnant d'avoir du mal à prendre des décisions si on ne sait pas dans quelle direction on a envie d'aller. Donc ça, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de développer cette vision. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est de sortir finalement de l'idée qu'il y aurait de façon intrinsèque un bon choix ou une bonne décision. Parce qu'en fait, ce qui détermine qu'un choix ou une décision sont bons, c'est ce qu'on va en faire beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'assurer que dans la direction dans laquelle je vais, j'en profite pour apprendre le maximum? Est-ce que c'est une expérimentation? Qu'est-ce que je me raconte à moi-même sur ce choix et cette décision et sur moi dans ce choix et cette décision? Et s'il y a bien une recommandation que je peux faire, c'est de rester toujours dans sa propre équipe sur la base de la décision ou du choix qu'on a fait. Parce qu'en fait, ce qui nous paralyse le plus, c'est le fait de se dire, il est possible que dans 1 an, je me dise à moi-même, j'ai été la pire des imbéciles, c'était évident que c'était la mauvaise Mmh. décision et je n'aurais jamais dû, et donc de s'en vouloir, de culpabiliser ou voilà, d'avoir cette espèce d'émotion qui est très pénible pour la plupart des gens à ressentir, qui est le fait de s'en vouloir à mort d'avoir pris la mauvaise décision. Donc l'idée, c'est de se dire, à tout moment, je vais me donner les moyens autant que possible de prendre la meilleure décision sur la base de ce que je sais et de la personne que je suis à ce moment-là. Et si je m'aperçois après que c'était pas le meilleur choix parce que j'ai appris des choses en chemin, je m'engage envers moi-même à avoir de la compassion et de la solidarité avec moi-même en me disant, comme on pourrait dire à son meilleur ami, en disant, bah non, mais tu pouvais pas savoir. Voilà, maintenant, c'est facile, après coup. Mais à l'époque, tu pouvais pas savoir, tu as fait du mieux que tu as pu, tu as sans doute appris des choses. Et comment est-ce qu'on fait pour faire machine arrière ou rectifier le tir? J'adore ce concept de rester dans sa propre équipe. Ça me parle beaucoup. J'avais jamais entendu cette explication de on a peur de prendre la mauvaise décision et donc on cherche toujours à prendre la bonne, hein, à l'inverse. Parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on va ressentir, ce que le nous futur pourrait penser et ressentir par rapport au nous du présent. Je l'avais jamais entendu verbaliser comme ça et je trouve ça hyper juste et intéressant. Merci pour le partage. Et du coup, ça m'enchaîne parfaitement sur ma question d'après qui est de pourquoi, Clotilde, est-ce qu'on a tendance à être aussi intransigeant, insatisfait avec nous-mêmes? Et tu vois, tu donnais l'exemple de dire bah oui, mais si tu disais à un meilleur ami, tu dirais bah oui, c'est pas grave, etc. On a tous entendu cet exemple de traite-toi comme si tu étais ton meilleur ami et en fait ça marche pas dans le sens où je sais que beaucoup de personnes autour de moi et moi la première, on est en train de dire oui, moi je suis bienveillant avec tout le monde sauf avec moi parce que moi je suis pas comme les autres et enfin voilà, on se trouve des excuses pour être très dur parfois avec nous-mêmes. Comment ça se fait? Est-ce que tu as des explications et peut-être des outils aussi par rapport à ça? C'est effectivement un sujet que j'aborde dans le livre La méthode change ma vie. Ce qui m'apparaît comme étant des éléments qui expliquent ça, c'est que on a, la plupart d'entre nous, reçu une éducation dans laquelle le fait d'être fier de soi, le fait de s'apporter des encouragements, etc. Déjà, la plupart du temps, c'est pas ça qu'on a reçu dans notre cercle familial, dans notre cercle éducatif. C'est plutôt, voilà, on ramène à un 16 et nos parents, ils nous demandent pourquoi on n'a pas eu 20. Bon, pour beaucoup d'entre nous qui avons la mentalité du bon élève ou de la bonne élève. Donc, on nous a généralement pas accompagnés nous-mêmes dans l'idée que les encouragements et la valorisation de ce qu'on a fait de bien et le fait de croire en notre capacité à aller plus loin, à faire mieux, etc., c'est généralement pas ça le modèle dans lequel on a évolué. Et donc, on a plutôt intégré l'idée que si on se félicite, on va se reposer sur ses lauriers, que si on est fier de soi, c'est de l'arrogance et que c'est un sentiment de supériorité qui va faire qu'on va se faire des ennemis ou en tout cas pas des amis. Et on a surtout l'impression que c'est efficace de se juger durement, de se pousser aux fesses, de se critiquer durement. Il y a une partie de nous qui pense que c'est la meilleure façon de faire. Et en réalité, à mon sens, cette hypothèse-là ne tient pas parce que quand on se juge durement, ce qu'on crée plutôt, c'est une forme de découragement, voire parfois de honte, et qu'en réalité, c'est très démobilisant. Et on peut s'en apercevoir, alors pour celles et ceux d'entre nous qui interagissons avec des enfants,
On le sait bien qu'un enfant, si on ne fait que le gronder, pointer tout ce qu'il n'a pas fait de bien, etc., l'enfant va détricoter son estime de lui-même, sa vision de lui-même, et qu'ensuite il va pas oser, qu'il va pas se lancer, qu'il va dire lui-même mais moi je suis nul, j'y vais pas, etc. Et pareil, dans des relations de management, on sait bien que si on a un manager ou une patronne qui vous dit sans arrêt « Ah, mais t'as oublié ça, ah, mais tu t'es trompé là, etc. » On sait que c'est la démobilisation. Enfin, je veux dire, personne ne donne le meilleur de soi dans ce contexte. climat-là. Et donc, en réalité, on le voit partout ailleurs. Et l'idée, c'est de se dire « Je vais avoir vis-à-vis de moi-même une relation de soutien, mais honnête. » C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'envoyer des fleurs à longueur de journée ou de se passer la pommade, mais vraiment de se dire « Écoute, peut-être c'était pas génial, peut-être c'était pas parfait, mais voilà, tu t'es donné du mal, tu as surmonté quelque chose qui n'était pas évident et maintenant on va évaluer, on va regarder où est-ce que c'était bien, où est-ce que c'était moins bien, ou alors franchement là-dessus cocotte, pas génial, tu t'es un petit peu laissé aller et c'est pas grave, on reprend, etc. Et en fait c'est quelque chose auquel on peut s'exercer. Et en fait, quand on voit la différence en termes d'énergie émotionnelle avec laquelle on démarre ses journées, quand on se sent vraiment solidaire de soi-même, son meilleur binôme, sa meilleure coéquipière, en fait, on voit bien que ça nous donne des ailes et donc ça donne envie de continuer et de maintenir ça. C'est beau et ça m'a beaucoup parlé le côté de on est dur avec soi-même et intransigeant avec nous-mêmes parce qu'on pense que c'est ça qui va nous permettre de nous dépasser et que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre les résultats qu'on souhaite et d'être dans l'excellence, la performance, la perfection même dans l'imaginaire de chacun et qu'on pense que c'est la meilleure manière de le faire alors qu'au contraire, en même temps, on se rend compte que c'est ce qui nous paralyse. Et je rajouterais à ça aussi, pareil, dans l'éducation qu'on a reçue, le fait de dire les félicitations ne sont de rigueur que quand la perfection est atteinte, en gros, quand tu as 20 sur 20, quoi. Sauf que c'est compliqué dans la vie d'avoir 20 sur 20, c'est compliqué en entrepreneuriat d'avoir 20 sur 20 aussi. Ça me parle, merci pour ce partage. J'ai l'impression de passer mon temps de te dire merci pour le partage, mais du coup, ça me fait beaucoup réfléchir par rapport à moi-même aussi. Parmi les auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer à l'action, qui savent que c'est ridicule, mais qui se sentent bloqués. Ils savent que c'est ridicule, ils savent pourquoi, mais ils n'arrivent pas à détricoter la situation, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que tu as des conseils à leur donner ou des outils à leur partager pour les aider à ne serait-ce que entamer ce momentum et ce premier petit pas? La recommandation numéro 1, c'est de retirer le « et je sais que c'est ridicule ». Parce qu'en fait, le « et je sais que c'est ridicule », c'est exactement le jugement de soi qui empêche de se rencontrer dans la difficulté légitime qu'on ressent à passer à l'action. Et c'est, à mon sens, la première surcouche qu'il faut retirer parce qu'en fait, en réalité, quand on se sent bloqué dans le passage à l'action, en fait, c'est qu'une partie de nous a peur. Je veux dire, typiquement, quand on n'a pas peur, on n'est pas bloqué. Et pour aller se connecter à cette partie de nous qui a peur, il faut arrêter de la juger. Parce que sinon, cette partie-là, en fait, elle a honte. Non seulement elle a peur, mais en plus, elle a honte. Et donc, on ne peut pas entrer en dialogue avec cette partie-là. Et donc, ma recommandation, c'est d'avoir un discours de bien plus grande compassion et connexion avec soi-même en se disant, mais bien sûr qu'il y a une partie de moi qui ait peur parce que je m'apprête à faire quelque chose qui est nouveau, parce que je m'apprête à faire quelque chose qui est inconfortable, et d'avoir ce dialogue avec soi-même qui est, cocotte ou chouquette, ou on s'appelle, moi j'aime bien proposer de se donner un petit nom affectueux, qui est de quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir s'apporter cette écoute, cette compassion et s'apporter effectivement ce dont on a besoin? Parce que pour pouvoir surmonter cette peur et se mettre effectivement en action, il faut créer ce sentiment de sécurité au moins avec soi-même qui consiste à se prendre soi-même par la main en disant « Je sais que tu as peur, mais le jeu en vaut la chandelle et donc on va puiser le courage. » Et notamment, on va puiser le courage aussi dans le fait de se dire « Et je te promets que on va y aller et si tu te casses la figure au coin de la rue, je serai là pour te relever, je ne te jugerai pas, je ne te donnerai pas un coup de pied dans les côtes quand tu vas étaler sur le trottoir. À terre. Et voilà. Donc en fait, il y a vraiment, pour moi, cette idée d'être bloqué ou paralysé dans le passage à l'action. Ce qu'il y a de façon sous-jacente, c'est vraiment la qualité de la relation avec soi-même, dans la compréhension, la compassion et la complicité ensuite pour avancer. Parce que si on fait le parallèle avec un binôme dans la vraie vie, un coéquipier, une coéquipière ou un associé, c'est qu'en fait, on se sent pousser des ailes quand on se sent porté par une association de quelqu'un qui te dit mais carrément, mais je sais que tu peux le faire, mais bien sûr t'as peur, je te comprends, mais explique-moi, on en discute. Voilà, cette espèce de discours intérieur encourageant, valorisant, etc., c'est ça qui nous permet de surmonter la peur et de se mettre en action.
J'aime le terme de complicité que tu as utilisé pour parler de la relation qu'on doit développer avec soi-même, qui va au-delà de l'association, de la bienveillance, et de dire on va pas juste être sympa avec nous-mêmes, ou le nous futur va pas juste être sympa avec le nous du présent, mais juste on va être plus que ça, on va regarder dans la même direction et on va construire cette relation de complicité. Ça me parle. Merci. C'est ça. Et j'aime beaucoup cette idée de complicité parce que pour moi, enfin, je ne sais pas si vous remarquez quand on dit complicité, on peut pas, on sourit nécessairement. Le mot complicité, quand on le dit, J'avais fait ça fait sourire. Et pour moi, il y a vraiment un ingrédient de cette complicité qui est à quel degré est-ce que vous vous amusez avec vous-même? À quel degré est-ce que vous vous faites des petites blagues? Est-ce que vous riez de vos propres blagues, y compris voilà, en forme d'autodérision? Est-ce que vous passez des bons moments avec vous-même? Parce que ça, à mon sens, en particulier quand on lance son activité ou quand on cherche à la développer, ce qui permet de tenir dans la durée, c'est est-ce que j'arrive à m'amuser, y compris quand je suis toute seule à travailler dans mon salon? Est-ce que je rigole quoi de mes propres erreurs ou de mes propres blagues? J'adore parce que, pour te partager un petit peu côté perso, j'avais ça avant dans The Bee Boost et je l'ai eu pendant très longtemps. Et là, j'ai l'impression que ça fait 1 an où c'est un peu parti. Alors, je suis pas malheureuse dans mon travail, je suis très alignée avec ce que je fais, j'aime toujours autant mon métier, mais je sens qu'il y a un truc qui a disparu par rapport à avant sur cette espèce d'énergie, d'étincelle que je pouvais avoir le matin, cette vibe qui me donnait envie d'avancer, de tout défoncer, etc. Je sens qu'elle est plus là. Je me suis beaucoup questionnée dessus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste la passion du début qui a disparu pour laisser place à la routine, mais qui est pas plus mal, hein, qui a aussi ses avantages? Est-ce que c'est parce que je suis en train de prendre une mauvaise direction? Et je me questionne beaucoup là-dessus. Tu m'es en train de m'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. J'en suis très heureuse et je pense que pour des personnes qui peut-être se reconnaîtraient dans ce que tu dis, à mon sens, il faut pas le forcer parce que ça, ce serait une forme de positivité toxique. En revanche, la question à se poser, c'est est-ce que dans d'autres sphères de ta vie, est-ce que tu arrives à nourrir cette complicité, cet humour, cet amusement avec toi-même? Et parfois, juste le fait de nourrir ça à un endroit de ton 360 degrés de ta vie, ça peut du peut coup rayonner. se propager, exactement, rayonner. Tu as allumé la lumière dans une pièce et il y a un effet de halo dans l'autre pièce de ton appartement de vie. Ah, c'est beau comme métaphore. Et Clotilde, du coup, je t'ai soudoyée pour que tu acceptes de nous partager dans cet épisode de podcast un exercice ou une pratique concrète de ton livre, de ta méthode Change ma vie, pour aider justement les auditeurs à débuter leur transformation. Lequel as-tu choisi de nous partager aujourd'hui? L'outil que j'ai envie de partager avec les auditeurs et les auditrices de ton podcast, c'est un outil que j'appelle les 8 cadrans du succès, qui fait partie des explorations que je propose assez tôt dans le livre parce que ça permet de bien préparer le terrain. Et l'enjeu des 8 cadrans du succès, c'est d'identifier 8 axes de réussite ou de succès dans sa vie qui allient à la fois ses marqueurs extérieurs, donc des choses qui sont visibles de l'extérieur, qui sont mesurables de l'extérieur, mais aussi des axes dont je sais qu'ils sont fondamentaux pour l'épanouissement de l'être humain. Parce que, en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a vraiment besoin d'avoir ces deux moitiés de l'orange. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse uniquement avoir des vecteurs d'épanouissement intérieur sans avoir un certain nombre de choses qui sont en place de façon extérieure et vice-versa. Donc, ces 8 cadrans du succès consistent à faire un cercle divisé en 8 cadrans et chacun de ces cadrans permet d'explorer pour soi-même dans cet axe-là de ma vie, à quoi est-ce que j'aspire? Donc, il y a la sécurité et le confort matériel, il y a les expériences, il y a la qualité des relations. Donc ça, ce sont des marqueurs extérieurs. Et puis, il y a à l'intérieur de soi, comment est-ce que je me sens avec moi-même? Quel est l'impact que j'ai sur mon entourage et sur le monde en général? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Comment est-ce que je m'occupe de moi, etc. Et ça permet d'observer, est-ce que je surinvestis certains cadrans et est-ce que j'en sous-investis d'autres? Et donc, ça permet de se faire une sorte de cartographie de à quoi ressemble la réussite ou le succès pour moi. Et ensuite, de regarder où est-ce que j'en suis actuellement dans ces différents cadrans pour pouvoir éventuellement ajuster ce dans quoi on s'investit au quotidien. Donc, c'est un exercice qui est assez simple à faire, mais qui permet déjà de bien poser les bases. J'ai une question qui m'est venue en t'entendant parler du cadran. Quand tu parlais de surinvestir une partie du cadran vs l'autre, et je me dis, c'est intéressant comme axe de réflexion dans le sens où, mettons que, je vais prendre mon exemple, je ne vais pas essayer de prendre des exemples fictifs, etc. Mettons que je me sente malheureuse dans ma vie professionnelle, c'est pas le cas. Mettons que je me sente malheureuse dans ma vie professionnelle, je pourrais me dire, en fait, c'est parce que mon cadran est pas bien réparti ou parce que je suis pas dans la direction qu'il fallait. Et en fait, je viens de me faire cette prise de conscience que peut-être que c'est juste parce que j'ai trop surinvesti, c'est-à-dire que je suis allée trop loin, genre le vase, il a débordé. Et qu'en fait, le bonheur et l'épanouissement, ce serait juste en enlevant le trop-plein
mais pas ni en changeant de direction, ni en allant investir dans d'autres sphères, mais juste en remettant un niveau acceptable dans le vase qui est cette partie-là de mon cadran. Est-ce que ça te parle? Ça me parle tout à fait et ça me paraît très juste. Ce que je peux souligner aussi, c'est que dans cette idée de surinvestissement professionnel, la question, c'est parce que finalement, le domaine professionnel, c'est juste un domaine de vie, mais dans ce domaine de vie-là aussi, il y a ses marqueurs extérieurs et ses marqueurs intérieurs. Typiquement, on peut être dans un job dans lequel la nature des tâches qu'on accomplit au quotidien ne nous épanouit pas forcément, mais où, par exemple, on a de super bonnes relations avec son équipe, où on s'amuse beaucoup, où on apprend énormément, ou bien c'est financièrement très, très intéressant. Et donc, bien sûr, s'il y a un élément qui manque, notre épanouissement ne sera pas complet, mais l'idée, ce sera de se dire, si je choisis de rester dans ce job-là ou dans cette activité-là pour des raisons qui m'appartiennent, eh bien, j'ai besoin au quotidien de valoriser les parties qui me nourrissent et qui font qu'au quotidien, je me sens bien et j'ai l'impression d'être à ma place, qui vont être, par exemple, de me dire, en fait, j'adore que le matin, j'arrive et voilà, je suis avec cette équipe que j'adore, on s'amuse bien, on passe des bons moments, j'ai de très bonnes relations, etc. Parce que si ça, je ne le vois pas et que je ne le valorise pas, en fait, je n'en aurai aucun bénéfice dans mon ressenti de mon épanouissement. Et en fait, la seule métrique qui compte dans notre épanouissement et dans notre bonheur, c'est est-ce qu'on le ressent ou pas. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui existe. C'est est-ce que je me sens bien à cet endroit-là. C'est très bien que tu reboucles et qu'on finisse sur cette note de la seule métrique du succès, c'est est-ce que je ressens mon niveau de bonheur ou pas. Je trouve que ça remet l'église au centre du village, comme j'aime bien le partager. Merci Clotilde pour tous ces partages. Comme je t'ai dit, à titre très égoïste et personnel, tu m'as beaucoup aidée aussi. Merci beaucoup, Aline, et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette thématique de définir son propre succès, parce que je pense que c'est la question principale à se poser quand on développe son activité, pour être sûr de ne pas avoir mis son échelle contre le mauvais mur et de s'apercevoir, une fois qu'on est arrivé en haut, qu'en fait, on a perdu du temps. Donc, autant se poser les bonnes questions dans le bon ordre. Et j'espère que mon livre, La méthode change ma vie, permettra à tes auditeurs et tes auditrices de mettre de l'ordre dans ces questionnements pour peut-être initier les changements dont ils ont besoin dans le bon ordre. Et du coup, je rappelle que ton livre, c'est toute ta méthode de coaching et c'est sorti, à l'heure à laquelle cet épisode est en ligne, le 7 mai, disponible de partout. Je l'ai vu sur la Fnac, Amazon, dans toutes les librairies. Donc, encore félicitations pour ça. Et puis, un grand merci d'être venu sur le podcast et d'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup, Aline. Merci à tous et à toutes. J'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a aidé à avoir une idée plus claire de la réussite qui vous ressemble. Si vous avez envie d'explorer plus avant ces concepts, je vous invite à découvrir mon livre « La méthode change ma vie », paru aux éditions Robert Laffont, dans lequel je vous confie des explorations concrètes pour définir votre équation personnelle du succès. Et je vous confie également les clés pour mettre en place les changements nécessaires, pas à pas et à votre rythme, sans devoir tout révolutionner dans votre vie. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment? Où vous en êtes? Et est-ce que vous faites les bons choix? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions, qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire, et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté, et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie,
on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.